Cet amendement est donc adopté. Nous pouvons passer maintenant à l'examen de l'article 6. Monsieur Coquerel, j'en profite pour saluer l'ensemble des étudiants qui assistent à nos débats, ainsi que les habitants de la commune de Quatsenheim. Monsieur Coquerel, je m'associe à vous avez la parole. Je m'associe à vos salutations. Bon, merci. Cet article 6, là aussi, nous inquiète. Alors, il m'inquiète à double titre. D'abord, à l'aune de ce qui s'est passé sur les autoroutes. Parce qu'en gros, on nous dit qu'au niveau des conditions de la redevance à venir de l'ARAFER et du montant, on va passer par voie d'ordonnance. Bon. Et moi, quand je regarde ce qui s'est passé après la privatisation des autoroutes ou la renégociation de concessions sur une privatisation qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde condamne tellement elle a été une mauvaise affaire pour l'État et pour les usagers, les concessions sont renégociées de telle manière que la dernière fois où ça a été fait, ça a été tenu dans le secret jusqu'à ce qu'un élu à Grenoble parvienne finalement par voie de justice à connaître le contenu de ces concessions qui étaient, là encore, presque un contrat léonin, j'allais dire, aux dépens de l'État. Bien. Et là, on rentre dans un article où on nous dit que la chose essentielle, puisque l'ARAFER étant l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans un marché ouvert, il est évident qu'il faut un régulateur fort. Et ce régulateur fort, cet article ne nous fixe pas la manière dont il va fonctionner. Ou au pire même, on se rend compte qu'en réalité, il va désormais avoir un avis simple, consultatif, qui va lui enlever du pouvoir au moment justement où je disais qu'au contraire, il devrait en avoir encore plus. Donc c'est un contresens. L'ARAFER, c'est le premier garant de la neutralité concurrentielle. Et je trouve que cet article ne précise pas assez la façon dont tout ça va se passer en termes de péage. Je vous remercie, Monsieur Coquerel. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Philippe Ardouin. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. L'article 6 du projet de loi introduit un délai maximal de 2 mois concernant l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières pour rendre un avis sur un projet de texte en rapport avec le réseau ferroviaire. Il permet d'encadrer dans le temps l'action de l'autorité compétente. Les dispositions tirées de l'article L. 2133-8 du Code des transports ne sont pas assez précises sur la durée de consultation de l'ARAFER pour un projet de texte réglementaire relatif à l'accès au réseau, à la conception, à la réalisation, à l'utilisation des infrastructures et des matériels de transport ferroviaire. Ainsi, ce délai sécurise les procédures d'élaboration et d'adoption des textes. De plus, l'alinéa 3 habilite le gouvernement à modifier les conditions de fixation des redevances d'infrastructure et les conditions de consultation de cette autorité sur les tarifs de redevance d'accès à l'infrastructure. Cet article permet de venir clarifier le droit applicable. Il est nécessaire de garder à l'esprit que le projet de loi tend à repenser plus globalement notre politique de transport en s'accordant avec les normes de l'Union européenne. Cependant, ce droit reste silencieux sur certains points. L'article 3 de l'article, l'alinéa 3 de l'article permettra au gouvernement d'envisager alors plusieurs solutions. La transformation de notre système ferroviaire se fera progressivement dans le temps. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Jean-Luc Mélenchon n'étant pas là, je propose de passer directement à Monsieur Jean-Marie Sermier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, l'article 6 est important depuis midi parce qu'il permet, avec les redevances d'infrastructure, de pouvoir bien connaître les recettes de la SNCF Réseau et de renforcer la prévisibilité de ces recettes. Alors, il y a intérêt, effectivement, à ce qu'elles soient extrêmement bien prévues, puisque si c'est ces recettes qui doivent être mobilisées pour financer les 36 milliards d'euros que le président a annoncé, je crois que d'une part, il faut les prévoir et d'autre part, il faut s'attendre à ce que la concurrence soit rude, mais rude dans le fait surtout que la SNCF aura des difficultés à payer l'ensemble de l'utilisation des sillons qu'elle va demander. Parce que, Madame la Ministre, il y a deux solutions. Ou, comme vous venez de le dire, les 36 milliards, c'est les recettes de la SNCF et je ne vois pas comment on va pouvoir garder une entreprise avec un équilibre économique et donc une possibilité d'équilibrer ses comptes, ou si ça n'est pas ça, c'est donc les contribuables qui vont les payer. Et puis les 36 milliards, où vont-ils aller? Quel rythme nous annonce le président? 10 millions d'euros par jour. Est-ce que les 10 millions d'euros par jour, ça correspondra à 10 millions d'euros d'infrastructures nouvelles chaque jour? Est-ce qu'il y aura une programmation annuelle? Est-ce qu'il y aura une programmation sur 10 ans? Est-ce que vous allez faire comme dans certaines lois, d'abord programmer modestement, puis après 2022, programmer beaucoup plus largement?
Et puis, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces infrastructures? Est-ce que c'est les grands chantiers? Est-ce que c'est le Lyon-Turin? Est-ce que c'est le Bordeaux-Toulouse? Est-ce que c'est l'évitement de la gare TGV de Lyon? Est-ce que c'est la deuxième phase du TGV Rhin-Rhône? Qu'est-ce qui va rester pour les petites lignes? Restera-t-il seulement quelque chose? Est-ce que ça fait déjà partie des crédits prévus dans les CPER? Auquel cas, c'est de l'argent qui a déjà été annoncé par les gouvernements successifs. Ou est-ce que c'est tout simplement pour acheter encore des rames supplémentaires, comme dernièrement, vous avez acheté 15 nouvelles rames à Alstom? Merci, Monsieur Sermier. La parole est à Monsieur Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je veux revenir à mon tour aussi sur cette annonce qui n'est pas anecdotique. Le Président de la République a annoncé donc 10 millions d'euros par jour investis, ce qui se traduit donc par une charge supplémentaire pour le contribuable français qui, avec cette réforme, aura 3 560 milliards d'euros d'impôts en plus à payer chaque année. On vous a interrogé là-dessus, j'ai compris votre réponse en disant « mais non, ça n'est pas ça ». Ça voudrait donc dire que le Président de la République s'est livré à une manœuvre, c'est-à-dire à nous faire croire que c'était une dépense nouvelle pour essayer de calmer la grève, mais en réalité, c'est du recyclage, soit de dépenses déjà engagées, donc à ce moment-là, dites-nous lesquelles, ou alors sur des économies hypothétiques. Mais si elles ne sont pas hypothétiques, vous allez nous dire précisément quelles sont les économies de 3 560 millions d'euros qu'il va faire par an. En tout cas, il faut sortir de l'ambiguïté. Et on voit bien que l'ambiguïté a été dans le propos du président et on est sur une manœuvre. Vous venez vous-même de le dénoncer puisque le président de la République l'a présenté, tous les Français l'ont compris comme une dépense nouvelle en faveur du rail. Et en réalité, ça n'est pas le cas. Donc en réalité, soit vous baissez les dépenses, mais vous allez nous dire avec précision où vous supprimez des dépenses, soit vous ne recyclez des choses déjà annoncées. Mais tout ça, Madame la Ministre, mérite pour le moins de sortir de l'ambiguïté et on a assisté quand même à une belle manœuvre de la part du Président de la République. Je vous remercie, Monsieur Jacob. Nous pouvons donc maintenant... Ah, sur l'article, il y a encore une dernière inscription, c'est ça? Pour l'article. Alors, pour l'article, allez-y, sur la discussion générale de l'article. Oui, bonjour. Je suis un petit peu étonné depuis 3 jours. On a l'impression d'être au conseil d'administration de la SNCF. À savoir qu'on rentre dans un espèce de débat qui est de l'ordre de la direction, d'explication, d'affectation de dépenses et d'investissement. On ne va pas régler un problème dans cet hémicycle de détails sur tous les investissements et les ressources qui sont nécessaires. Ce n'est pas notre travail. Je répète, ce n'est pas notre travail. À savoir qu'aujourd'hui, il y a des cadres responsables dans cette entreprise publique, il y a des directions qui sont en charge de les affecter. Attendez, nous pouvons encore passer des heures à discuter de la rentabilité d'une ligne ou d'une affectation à droite, à gauche, et nous y serons encore pendant 3 jours. Donc moi, personnellement, je fais confiance à la direction de la SNCF. Nous voulons leur donner un cadre législatif de travail, et je voudrais qu'on arrête... S'il vous plaît. De se substituer à leur métier, parce que autrement, nous sommes là encore pendant quelques années à discuter de l'avenir de cette entreprise. Je vous remercie. Alors, nous avions encore 2 prises de parole. S'il vous plaît. Attendez. Alors, écoutez, je voudrais vous dire merci, Monsieur le Président, que je pense que ce gouvernement n'a de leçons à recevoir de personne. Quand on voit quand on est arrivé aux affaires, il y avait 10 milliards de promesses non financées sur le quinquennat. Et depuis tous les gouvernements, de nombreuses promesses, par exemple 36 milliards de lignes nouvelles ferroviaires. Non mais ça remonte, ça vient de loin, monsieur le député. 36 milliards de lignes ferroviaires promises dans toute la France sans aucune indication sur la façon dont ces lignes allaient être financées. Donc, Monsieur le Président, si vous me laissez répondre, je vais y arriver. Donc, le Président de la République, notamment lors d'un discours à Rennes le 1er juillet, a annoncé que nous voulions sortir de ces promesses non financées qui abîment la confiance dans la parole de l'État et que nous allions présenter une loi de programmation des infrastructures équilibrée en recettes et en dépenses.
C'est tout le sens du travail qui a été fait par le Conseil d'orientation des infrastructures, dont je voudrais à nouveau saluer le président Philippe Duron, auquel votre Assemblée, comme le Sénat, a été associée. Ce travail de transparence, de sincérité, va nous permettre d'avoir une visibilité pluriannuelle, et donc nous aurons l'occasion d'éclairer la politique d'investissement dans les infrastructures pour les prochaines années, je le redis, dans un cadre sincère où on promet ce qu'on sait financer et on finance ce qu'on promet, et ce sera l'objet de la loi de programmation des infrastructures qui sera présentée prochainement. Merci Madame la Ministre. Chers collègues, je vous propose que nous reprenions l'ordre rationnel de nos débats. Nous en sommes à la discussion générale sur l'article 6. Il y a encore 2 personnes qui se sont inscrites, à savoir Monsieur Di Filippo et Madame Obono, dans le cadre de cette discussion générale à l'article 6. Monsieur Di Filippo, vous avez la parole. Merci beaucoup, Président. Madame la Ministre, vos explications sont quand même pour le moins surprenantes. Tout d'abord, quand vous parlez du passé, je vous invite à quand même davantage de prudence. Moi, je ne me sens pas tellement concerné, mais je pense que entre vous et moi, c'est vous qui étiez conseillère au transport de Monsieur Lionel Jospin. Donc attention aux leçons qui concernent le passé. Ensuite, par rapport à notre collègue qui nous dit que ce n'est pas notre métier. Ce n'est pas notre métier de nous occuper de 36,5 milliards d'euros d'argent public qui demain sera celui du contribuable dont on ne sait pas comment ils vont être financés. Eh bien, je ne sais pas quelle conception vous avez de votre mission, hormis celle de suivre aveuglément le président et le gouvernement, mais la mienne, elle est un peu plus, je dirais, complexe, constructive, je ne sais pas, mais en tout cas, elle va un peu plus loin que ça. Enfin, par rapport à l'argent, Madame la Ministre, et vous nous dites que ce sera le cadre d'une loi de programmation qui viendra quelque part. Mais aujourd'hui, soit le président a annoncé des travaux qui sont liés à de l'argent qui existe, qui sont financés, soit ce n'est pas financé, et auquel cas il faut expliquer aux gens tout simplement qu'on leur a menti ou qu'on croise les doigts pour qu'à un moment donné, cet argent nous tombe du ciel. Je vous remercie. Madame Obono, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Une fois n'est pas coutume, je vais aller dans le sens de l'intervention de notre collègue, parce que la réponse de Madame la Ministre et l'intervention de notre collègue m'interpelle assez sur les responsabilités. Alors, d'abord, vous êtes aujourd'hui au pouvoir, donc assumez. On ne peut pas rejeter, comme vous le faites à chaque fois, sur les gouvernements précédents, y compris quand le précédent faisait partie d'une certaine majorité qui n'est pas étrangère à une bonne partie de vos collègues et du président lui-même, le gouvernement de Monsieur Hollande, dont le ministre de l'économie était Monsieur Macron. Donc voilà. Donc et on peut remonter dans les années 90 pour votre propre responsabilité. C'est un peu une manière peu élégante et peu responsable de se défausser un peu de ce qu'on constate être une espèce de travers de la majorité qui essaie de se dépatouiller, comme aurait dit Monsieur le Président Mélenchon, une espèce de carabistouille là qu'on essaie de faire avaler au Parlement. Mais je pense que à la différence de notre collègue, je pense que c'est de notre responsabilité justement d'avoir ce débat en entier, y compris les détails, parce que effectivement ce projet de loi porte sur l'avenir de la SNCF, qui aujourd'hui est une entreprise sous responsabilité publique. Nous sommes le Parlement, nous devons prendre la mesure des enjeux qui ont été indiqués, des investissements qu'il faudrait faire, effectivement, si on avait une stratégie claire, cohérente, et non pas simplement la volonté qui est la vôtre de simplement appliquer de manière un peu aveugle la volonté du gouvernement ou surtout la volonté de la Commission européenne et l'ordre de route qui a été donné par Bruxelles. Donc, souffrez que l'on puisse interroger vos prises de décision et que nous ne nous contentions pas de la parole jupitérienne pour convaincre Je vous les remercie, députés. Madame Obono. Nous avons encore 3 personnes inscrites. S'il vous plaît. Nous avons donc encore 3 personnes inscrites sur cet article 6 dans la discussion générale. Dans l'ordre, Monsieur Bouillon, Madame Catelot et Madame Brulebois. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste répondre à ce procès d'insincérité qui est fait par rapport à la précédente législature. Vous savez, l'histoire se répète. En 2009, à l'issue du Grenelle
de l'environnement, il y a eu le schéma national des infrastructures terrestres. Il y avait un certain nombre d'infrastructures qui étaient prévues, routières, ferroviaires. Et en 2012, il a été confié un travail à un certain Philippe Duron. Et s'est mis en place un comité Mobilité 21 avec pour rôle finalement de faire le tri dans l'ensemble des projets qui étaient présents dans ce schéma. On peut avoir confiance en Philippe Duron, c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de lui confier la présidence du Conseil d'orientation des infrastructures pour finalement lui faire le même travail. Et je voudrais dire que le Philippe Duron du comité Mobilité 21 est le même que celui du Conseil d'orientation d'infrastructures. Il a la même sincérité et j'ai envie de dire la même méthodologie. Cette méthodologie, c'est à chaque fois de s'entourer des élus des assemblées, mais aussi des élus des territoires. Je me souviens parfaitement que lors de l'exercice sur le comité Mobilité 21, il y a eu des déplacements dans les régions, des échanges avec les présidents de région, des échanges avec les élus du territoire pour balayer l'ensemble des infrastructures qui figuraient jusqu'alors au schéma national des infrastructures. Je dis cela parce que je crois que c'est important, si on veut avoir un débat apaisé, ce que je souhaite, et sérieux, ce que je ne doute pas un seul instant, c'est d'éviter des procès en insincérité, surtout quand on confie aux mêmes personnes des exercices finalement assez semblables. Je vous remercie, Monsieur Bouillon. La parole est à Madame Catelot. La parole est à Madame Catelot. Merci, Monsieur le Président. Je me permets de rebondir par rapport aux propos de mes chers collègues, puisque en tant que co-rapporteur du budget spécial des transports, je vous inviterai en fait tous et toutes, apparemment qui êtes passionnés par le budget des transports, à venir dans ces cas-là contribuer à nos travaux et nous écouter au moment où on travaille sur le PLF, puisque c'est le moment où sérieusement en fait on prend à bras-le-corps justement les dépenses de l'État strictement, effectivement. Oui, sérieusement, vous pouvez venir effectivement sur le PLF, je vous assure, c'est passionnant et c'est le moment où les choses se décident. C'est le moment où le Parlement exerce son rôle de contrôle des orientations et du budget et du budget effectivement en séance publique et en commission. Vous avez le droit d'intervenir sur les deux. Donc voilà. Ensuite, effectivement, à mes collègues LR, je me permets, au bout d'un moment, on est un petit peu perdu. Vous voulez à la fois lutter contre les déficits, contre la dette publique, et en même temps, vous avez des propos, honnêtement, qui se rapprochent parfois ardemment, honnêtement, de cette partie de l'hémicycle. Donc au bout d'un moment, il faudrait quand même savoir un petit peu votre positionnement. Vous êtes quoi alors? Ultra dépensier? Ultra conservateur? Protecteur des droits et des statuts des cheminots, et en même temps finalement pour le libéralisme? Il va falloir savoir au bout d'un moment quelle est la position des Républicains. Enfin, s'il vous plaît, mes chers collègues, je voudrais qu'on puisse parler de l'article 6, puisqu'on est sur la discussion finalement sur l'article 6. Moi, je suis pour un renforcement du rôle de l'ARAFER, vu qu'on va aller demain vers une ouverture à la concurrence, un certain nombre d'acteurs qui vont arriver dans ce jeu-là, et je trouve que pour qu'elle s'exerce librement et de la meilleure façon, le rôle du régulateur sera essentiel. C'est exactement ce qui a été fait au niveau allemand notamment, pour permettre finalement le bon usage des infrastructures et une ouverture finalement qui soit équitable. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Catelot. La parole est à Madame Brulebois. Oui, merci, Président. Moi, je voudrais simplement dire qu'il faut arrêter les postures, arrêter les arguments qui n'en sont pas. Et Madame la Ministre vient de vous dire qu'il y a une loi pluriannuelle d'investissement dans les infrastructures qui sera de 3 milliards d'euros. Donc, je pense qu'il faut la croire. Je ne crois pas qu'on puisse faire le procès à ce gouvernement de dépenser l'argent qu'il n'a pas. Il a eu le courage politique de ne pas le faire. On l'a vu depuis que nous sommes là. D'autre part, les investissements. Qu'est-ce que c'est que les investissements? Les investissements, mes chers collègues, c'est la sécurité. Et ces investissements, ils sont nécessaires et le gouvernement trouvera l'argent pour les faire. La sécurité, c'est ce que les voyageurs, nos concitoyens veulent. Ils veulent quoi? Ils veulent de la sécurité, de la régularité et de la rapidité. Et pourquoi est-ce que nos trains ralentissent aujourd'hui? Mais il faut dire les choses. C'est parce que justement, les trains ralentissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie de dérailler. Et nos infrastructures ne permettent plus qu'ils roulent à la vitesse à laquelle ils sont destinés. Donc, on a des signalisations qui datent de 1953. Donc, les investissements sont nécessaires. C'est de l'argent public qui sera utile et qui saura être judicieusement trouvé. Je vous remercie, Madame Brulebois. Chers collègues, je vous rappelle que nous sommes dans une discussion générale et que, par conséquent, non seulement l'usage, mais aussi la règle est qu'une même personne ne prend pas deux fois la parole. D'accord, mais j'explique sur les deux demandes qui m'ont été formulées et auxquelles j'ai répondu.
négativement qu'il n'est bien sûr pas question d'avoir plusieurs prises de parole de la même personne sur une discussion générale. Madame Obono, vous aviez un rappel au règlement. Oui, Monsieur le Président, en vertu de l'article 70-3 et suite à l'interpellation de notre collègue à qui je voudrais rappeler que effectivement en séance publique nous faisons aussi un travail sérieux et nous avons le droit, si ce n'est le devoir, d'interpeller très précisément, y compris sur des questions qui sont par ailleurs discutées en séance, en commission. En commission, notre groupe, je pense que vous avez dû vous en rendre compte, était très actif, y compris sur le PLF, avec une proposition de contre-budget. Donc, en commission comme en séance, nous faisons ce travail. Donc, j'aimerais beaucoup que dans notre débat, on ne remette pas en cause l'investissement de tous et toutes les députés et des groupes qui participent à ce travail parlementaire. Nous prenons très au sérieux ce travail et je pense que ça n'aide pas à la discussion, y compris quand on peut avoir des convergences avec des collègues qui, par ailleurs, avec lesquels on est en désaccord très clair. Un minimum de respect serait au moins de reconnaître la valeur du travail que nous faisons et de ne pas rabaisser notre travail en séance. Vous n'avez pas encore réussi à circonscrire les pouvoirs du Parlement et nous les exercerons jusqu'au bout. Je vous remercie pour ce rappel au règlement. Nous pouvons donc maintenant passer à l'examen des différents amendements. En commençant par l'amendement numéro 8 de suppression. Qui le défend, Monsieur Decker? Si nous parlions de cet article 6, cet amendement avait pour objet de s'assurer que l'ARAFER dispose d'un avis conforme, s'agissant notamment de la fixation des péages que SNCF Réseau perçoit des opérateurs qui veulent faire circuler leurs trains sur le réseau. Ce n'était pas le cas dans la version initiale de l'article 6, mais à l'occasion de la commission, cet avis conforme aurait été rétabli par l'amendement 318 du gouvernement. Aussi, Madame... En commission, c'était de monsieur le rapporteur, auprès duquel je m'excuse. Si vous pouviez nous le confirmer, dans ce cas, bien évidemment, mon amendement n'aurait plus lieu d'être et l'avis conforme que notre collègue appelait de ses voeux aurait été rétabli. La preuve en est qu'il faut quand même regarder les textes parce qu'il n'était pas complètement assuré dans la version initiale. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Decker. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Oui, monsieur le député, je vous confirme que l'avis conforme a été rétabli et que l'article 6 il est essentiel puisqu'il permet de prévoir des délais pour les avis qui auront l'air à faire, il permet de sécuriser la trajectoire de ressources pour SNCF Réseau et il permet de donner de la visibilité pour les acteurs ferroviaires. Donc pour toutes ces raisons, on demande de retrait de votre amendement. Je vous remercie, Madame la Ministre. Même avis. Je vous propose donc de passer au vote directement sur l'amendement numéro 8 qui a reçu un amendement défavorable. Vous souhaitiez reprendre la parole, monsieur Decker? Pardon, excusez-moi. Sauf à ce que vous n'ayez pas complètement suivi, Monsieur le Président, je le retire conformément à ce que j'avais indiqué, puisque le rapporteur nous a apporté des précisions. Tout à fait, mais l'acte de retirer un amendement doit évidemment être explicite. Donc il est retiré, et nous ne le votons pas. Le 183, sauf erreur, n'est pas défendu, ainsi que le 84, sauf erreur, n'est pas défendu. Et nous passons à une série d'amendements soumis à une discussion commune, avec le premier amendement du gouvernement 318, faisant l'objet d'ailleurs de sous-amendements. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'objet de cet amendement est de préciser l'habilitation suite aux échanges qui sont intervenus en commission. Un certain nombre de questions avaient été posées et aux discussions qui ont eu lieu avec l'ARAFER depuis les travaux en commission. Alors, je voudrais rappeler que la procédure de fixation des péages ferroviaires repose sur un principe clair qui est défini par le droit européen. L'État fixe le cadre de la tarification, le gestionnaire d'infrastructure élabore une tarification dans ce cadre et l'ARAFER s'assure du respect de la proposition du gestionnaire d'infrastructure, du respect à la fois du droit national et du droit européen. Donc, comme le disait Madame la députée Cattelot, je voudrais redire le rôle central de l'ARAFER dans le processus d'élaboration des péages. Le gouvernement n'a évidemment nullement l'intention de remettre en cause son pouvoir d'avis conforme sur la tarification ferroviaire. Nous avons besoin d'une régulation forte, d'autant plus dans un contexte d'ouverture à la concurrence. Mais il est important de bien clarifier le rôle de chacun des acteurs et le cadre de fixation des péages pour répondre aux besoins de mobilité des Français et aux besoins d'aménagement du territoire.
Donc, en premier lieu, il s'agit d'inscrire la tarification dans une perspective pluriannuelle, ce qui permet de donner à chaque acteur la visibilité nécessaire à la construction d'une stratégie de développement du transport ferroviaire. Ensuite, il s'agit de coordonner les perspectives de moyen terme qui figurent dans le contrat entre l'État et SNCF Réseau, avec une fixation annuelle des redevances par SNCF Réseau. Donc on a d'une part cette vision pluriannuelle et d'autre part la tarification annuelle. Mais donc, il faut coordonner ces deux perspectives en associant plus largement qu'aujourd'hui l'ARAFER à la construction de l'équilibre pluriannuel. Et par ailleurs, le gouvernement tient à ce que des thèmes aussi structurants que l'aménagement du territoire, par exemple, puissent être pris en considération par l'ARAFER pour l'établissement de la tarification. Donc, des modifications d'ordre législatif sont nécessaires pour atteindre cet objectif. Ainsi, aucun critère n'est défini actuellement pour apprécier la soutenabilité d'une tarification pour les entreprises ferroviaires. Donc, il faut préciser ce point, notamment dans la perspective de l'ouverture à la concurrence avec l'arrivée de nouveaux opérateurs. Enfin, il faut combler un vide juridique auquel moi j'ai été confronté en arrivant au ministère, puisque SNCF Réseau avait proposé une tarification, il n'y avait pas eu d'avis conforme de l'ARAFER et les textes ne disent pas la façon dont il faut agir dans ce cadre. Donc il s'agit de définir une tarification applicable dans ce cas en veillant à ce qu'elle soit suffisamment incitative pour ne pas constituer un détournement de l'avis conforme. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur, vous avez un sous-amendement. Oui, j'ai un sous-amendement qui précise l'amendement gouvernemental sur le plan rédactionnel. Je donne mon avis maintenant sur l'amendement du gouvernement ou... Vous pouvez faire les deux en même temps. Je fais les deux en même temps. Donc, sous réserve de l'adoption de l'amendement rédactionnel, du sous-amendement rédactionnel, l'avis sera favorable. Cet amendement gouvernemental précise, en tout cas sanctuarise le caractère conforme de l'avis de l'ARAFER et associe mieux l'autorité administrative indépendante à la construction de la trajectoire du prix des péages, ce qui donne également de la visibilité pour les entreprises ferroviaires en construisant cette trajectoire sur un plan pluriannuel. Donc, avis favorable à l'avis du gouvernement sous réserve de l'adoption du sous-amendement de la commission. Très bien. Alors, nous allons continuer dans le cadre de cette discussion commune par la présentation des amendements identiques, à savoir le numéro 3. Qui défend l'amendement numéro 3 ? Vous avez la parole, madame. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, cet amendement avait pour objectif de restaurer l'avis conforme de l'autorité de régulation, l'ARAFER, et en même temps de prévoir que c'est à rendre obligatoire le caractère pluriannuel de la tarification. Donc, j'ai écouté attentivement Madame la Ministre présenter l'amendement du gouvernement. Je pense que ça répond à cette préoccupation et je suis ravie que le gouvernement soit revenu et compris effectivement la nécessité de conserver un avis conforme au moment où on parle d'ouverture à la concurrence. Merci Madame Dubié. Nous passons à l'amendement identique 158, Monsieur Bouillon. Merci Monsieur le Président. À ce stade, moi je voudrais saluer le travail qui nous a été proposé à la fois par Madame la Ministre et par Monsieur le rapporteur. C'est vrai que finalement on poursuit deux objectifs. Le premier, tout le monde ici, je pense, souhaite un régulateur fort et indépendant. Et en même temps, ça c'est le deuxième objectif, tout le monde souhaite que l'État joue son rôle d'État stratège. Chacun en convient, c'est essentiel. Et qu'il ne faut pas confondre ces deux objectifs. Et je pense que la proposition qui nous est faite permet de ne pas confondre ces deux objectifs. J'ai seulement deux questions à l'alinéa 3 et l'alinéa 4. Le premier, sur l'alinéa 3, s'agissant des règles et des critères. Madame la Ministre a rappelé qu'il y avait une directive européenne qui précisait bien évidemment dans quelles conditions l'ARAFER exerce ses missions. Est-ce qu'il y a une volonté de modifier ces règles et ces critères? La deuxième question à l'alinéa 4, Madame la Ministre, et elle a raison, a fait état de la difficulté qu'elle a rencontrée lorsque l'ARAFER n'a pas donné l'avis conforme et qu'on s'est retrouvé dans une situation finalement d'absence de tarifs. C'est sur la notion de tarifs provisoires. Est-ce qu'il y a
est-ce qu'on revient aux tarifs tels qu'ils étaient ou est-ce qu'il y a une sorte d'indexation? J'aimerais en savoir un peu plus là-dessus. Voilà, c'est les deux seules questions. Et bien évidemment, je finis par là où j'ai commencé pour dire que cela répond aussi au débat qu'on a pu avoir en commission et je me félicite de ce travail pour le coup de co-construction. Merci Monsieur Bouillon. Troisième amendement identique, Monsieur Simeon, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. En effet, avec l'ouverture à la concurrence, nous sommes tous attachés au pouvoir de l'ARAFER. Je remercie Madame la Ministre et le rapporteur pour les amendements présentés qui vont dans le sens d'un régulateur fort. Donc mon amendement était également un amendement rédactionnel pour éviter aux législateurs de contourner cet avis conforme. Donc je me réjouis donc de ces amendements. Et j'espère que dans la nouvelle rédaction, les délais, et c'est la question que je vous pose, Madame la Ministre et Monsieur le rapporteur, concernant l'instruction sur les tarifs, donc sont pris en compte dans votre amendement. Donc je demande des précisions et puis je prendrai ma décision concernant mon amendement. Merci. Je vous remercie. Dernier amendement soumis à discussion commune, le 74, Monsieur Guy Bricout. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, les explications données par Madame la Ministre et Monsieur le rapporteur nous ont satisfaits. Nos amendements vont donc être supprimés. Sur cet article, nous avions deux demandes fortes, le maintien de l'avis conforme de l'AFR et la pluriannualité des redevances. Le premier point a été réaffirmé en commission et il est encore plus clairement ici. Le deuxième point était une recommandation du rapport Spinetta. Afin de donner plus de visibilité aux entreprises ferroviaires, il est également satisfait par cet amendement. Deux petits bémols cependant. Je pense que cette ordonnance mériterait aussi d'être inscrite dans le dur de la loi. Cela me paraît tout à fait possible et ce sera le cas, je l'espère, au cours de la navette parlementaire. Par ailleurs, pourquoi prévoir un délai de 9 mois pour la prise de l'ordonnance au lieu de 6 mois initialement prévu? Moyennant ces réflexions, il est assez logique de faire le lien entre le contrat de performance de SNCF Réseau et les redevances et d'associer l'ARAFER à ce contrat de performance. Je vous remercie. Alors, pour la clarté de nos débats, l'avis de la Commission. Donc, vous avez, Monsieur le rapporteur. Oui, alors demande de retrait sur l'ensemble de ces amendements et une précision pour Monsieur Simeon sur la durée qui est donc proposée de façon nominale à 2 mois. L'ARAFER nous ayant indiqué qu'en moyenne, elle mettait 3 semaines à répondre à ces demandes d'avis. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, ça sera aussi une position de retrait sur les différents amendements. Je voudrais apporter quelques précisions, notamment Monsieur le député Bouillon. Donc, en termes de délai, le délai normal aujourd'hui et le délai standard, c'est 2 mois et ça le restera. Mais il y a de nombreux sujets sur lesquels l'avis de l'ARAFER peut être sollicité. La seule précision, c'est que dans des cas exceptionnels, le délai peut être réduit à 2 semaines, comme c'est le cas pour beaucoup d'autorités de régulation sur des demandes exceptionnelles ponctuelles. Il ne s'agit évidemment pas de demander à l'ARAFER de se prononcer en 2 semaines sur l'avis sur la tarification. Donc c'est dans le cadre de ces avis sur d'autres textes. Pour revenir sur le sens de l'article, de l'alinéa 3, du troisièmement de cet article, donc j'ai indiqué qu'aujourd'hui, l'ARAFER, il nous semble qu'il faut aller vers une vision pluriannuelle de la tarification. Celle-ci a forcément un lien avec le contrat entre l'État et SNCF Réseau. Aujourd'hui, l'ARAFER est consultée simplement en bout de processus sur l'élaboration du contrat et il s'agit, comme ça peut se faire dans d'autres États, d'associer l'ARAFER en amont du processus et tout au long du processus d'élaboration. Et donc, on ose espérer qu'avec tout ça, le quatrièmement ne trouvera pas à s'appliquer, mais néanmoins, on s'est retrouvé dans cette situation, comme je l'évoquais pour la tarification 2018. Il faut prendre le temps de caler quel est le principe d'application, de tarification par défaut. Là encore, on a des exemples dans d'autres pays dont on pourra s'inspirer. Et peut-être, pour répondre à Monsieur le député Bricout, ce sont quand même des sujets délicats sur lesquels on a besoin d'avoir à la fois une consultation de l'ARAFER pour élaborer le processus de façon précise, évidemment dans le respect des textes européens, mais aussi en tenant compte de l'avis des régions. Donc c'est pour se donner le temps de cette réflexion et de cette mise à plat qu'on a effectivement souhaité allonger le délai de l'ordonnance de 6 à 9 mois. Je rappelle que l'ARAFER, de toute façon, donne son avis sur une ordonnance de ce type. Madame la Ministre. Donc pour la clarté de nos débats, je dois vérifier
les amendements qui sont retirés ou pas. Le 3 est-il maintenu, Madame Daubié? Où est-il retiré? Oui, je ne suis pas l'auteur de l'amendement, donc je le maintiens. D'accord. Le 158, Monsieur Bouillon, est-il maintenu? Retiré. Le 292, Monsieur Simian? Retiré. Et le 74? Très bien. Donc je vous propose de passer au vote, donc pour être très précis, d'abord sur le sous-amendement de la commission 334, sur le sous-amendement de la commission qui est pour, qui est contre, il est donc adopté. Et maintenant sur l'amendement du gouvernement 318 ainsi sous-amendé, qui est pour, qui est contre, il est donc adopté. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de procéder au vote sur les autres amendements. Nous passons à la deuxième série d'amendements soumis à discussion commune par le 110. Qui défend le 110? Monsieur Dharréville, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement vise à renforcer le pouvoir d'intervention des usagers et des cheminots, de la représentation nationale et des autorités organisatrices de transport. Et nous proposons donc de modifier en ce sens la composition du collège de l'autorité de régulation. Je vous remercie, Monsieur Dharréville. Nous passons au deuxième amendement 190, sauf erreur, il n'est pas défendu. Le 70, qui est soumis à discussion commune. Monsieur Coquerel, vous avez la parole. Merci. L'ARAFER, donc autorité régulatrice des activités ferroviaires et routières, est un acteur, on le sait, incontournable pour réguler le transport multimodal. Depuis 2016, elle dispose de missions étendues aux tunnels sous la Manche, au transport interurbain par hors-car, aux autoroutes sous concession. Elle a donc un rôle de première importance dans la politique d'aménagement du territoire, surtout dans le contexte que nous connaissons, dans lequel la réponse de l'urgence écologique est nécessaire et demande à ce que la collectivité se saisisse de ces questions fondamentales. Or, ce n'est pas aux opérateurs privés, au marché, de décider ce qui est bon pour tous. Cela ne répond qu'à un intérêt, c'est compréhensible, puisque c'est leur fonction, leur raison d'être, engranger des bénéfices. C'est à la société tout entière d'organiser les conditions dans lesquelles elle entend répondre aux défis auxquels nous sommes toutes et tous confrontés. Du coup, les usagers, c'est notre avis, doivent pouvoir s'impliquer et être entendus. Il en est de même pour les associations protectrices de l'environnement qui nourrissent une solide expertise sur ces sujets. C'est le sens de notre amendement qui vise à intégrer des représentants des usagers des transports et des représentants des associations protectrices de leur environnement au sein du collège de l'ARAFER. Merci. Je vous remercie. Sur ces deux amendements, monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Oui, avis défavorable de la commission. L'autorité de régulation, donc l'ARAFER, est un organe technique dans lequel sont nommés des membres à raison de leurs compétences techniques, économiques, juridiques. Et il en est ainsi d'ailleurs d'autres autorités administratives indépendantes telles que la CADA, la CNIL, la CNES, etc. Donc pour ces raisons, avis défavorable. Je vous remercie, Madame la Ministre. Même avis. Monsieur Coquerel, vous avez demandé la parole. Monsieur le rapporteur, je suis étonné de votre réponse parce que vous nous dites que c'est technique. Donc j'en conclus que, enfin en technique d'ailleurs, il faudra discuter, mais enfin, acceptons-le. Donc ça veut dire que c'est des experts qui sont dedans. D'accord? Bien. Eh bien moi, nous considérons que parmi les usagers, ceux qui connaissent le train tous les jours, qui connaissent les lignes, y compris les sociétés protectrices de l'environnement qui, elles, savent éventuellement l'impact qu'il peut y avoir justement de tel ou tel réseau ferré sur l'environnement, ce sont des experts et qu'à ce niveau-là, il serait dommage de s'en priver. Donc c'est pour vous dire que votre réponse ne répond pas à notre demande. Je vous remercie. Nous pouvons donc passer au vote sur le 110 qui a reçu un double avis défavorable qui est pour, qui est contre, il est rejeté, ainsi que sur le 70, double avis défavorable qui est pour, qui est contre, il est également rejeté. Nous passons à l'amendement numéro 159. Il est défendu. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur? Défavorable. Défavorable. Madame la ministre est du même avis. Je propose donc de passer directement au vote sur le 159, double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 164, monsieur Bouillon, défendu. Monsieur le rapporteur? Défavorable. Défavorable, même avis. Sur le 164, qui a reçu un double avis défavorable, qui est pour? Qui est contre? Il est donc rejeté. Le 160, défendu également. Défavorable. Défavorable, même avis. J'imagine que c'est le même vote. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc rejeté. Nous pouvons donc passer au vote de l'article 6 sur l'article 6. Qui est pour?